Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 133 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview. Interview que j'ai réalisé avec Violette Touzeau. Violette, elle est sur la même thématique que moi puisqu'elle est coach et formatrice dans la prise de parole en public. Elle accompagne aujourd'hui notamment les entreprises, les salariés, les managers et les cadres à développer leurs soft skills de prise de parole en public. On a retracé son parcours, bien évidemment, comme à chaque interview de podcast, je demande d'où vient la personne et comment ça se fait qu'elle en est à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais nous n'avons pas parlé que de ça avec Violette, on a très très vite enchaîné sur comment elle a pu développer son entreprise en 5 ans maintenant, 6 ans, il me semble qu'elle a commencé en 2018. Il faut savoir qu'elle a 60% de son chiffre d'affaires qui provient de son réseau professionnel. Elle a développé un large réseau professionnel, ce qui lui a permis de développer le B2B. Elle a une vision très particulière de la prospection puisque, par exemple, elle déteste le phoning ou la prospection froide comme ça. Elle utilise la puissance de LinkedIn pour développer son réseau et sa communication et trouver des nouveaux contrats. Mais maintenant, elle a des demandes entrantes qui se font tout à fait naturellement. On a aussi parlé de l'équilibre un petit peu vie pro, vie perso. C'est quelqu'un qui va à son rythme et elle a une vision très particulière de l'équilibre entre sa vie pro, vie perso, puisque elle prend 10 semaines de congé par an. On a aussi parlé de sa vision long terme et on a eu de beaux échanges et de belles pépites dans ce podcast, notamment sur le développement de business et sur la vision qu'on peut avoir quand on veut développer. Est-ce qu'il faut à tout prix vouloir une croissance de chiffre d'affaires ou est-ce qu'il faut mieux pas privilégier parfois un certain lifestyle? En tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira. Comme d'habitude, vous me faites un retour sur les réseaux sociaux s'il vous a plu. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Vous pouvez aussi contacter Violette sur LinkedIn. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour, à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Je vous souhaite une très belle écoute avec Violette. Coucou Violette. Salut Fanny. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Violette, tu es une personne qui travaille plus ou moins dans le même domaine que moi. On est dans la prise de parole. J'ai interviewé Gilles aussi récemment, Gilles Durouchou, sur le podcast et j'aime bien aussi avoir des personnes qui comprennent ce que je fais au quotidien et on peut parler de ce sujet-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, l'épisode de Gilles, c'est l'épisode 116 où on a parlé de TEDx, on a parlé de prise de parole aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire avec toi, mais on va aussi apprendre à te découvrir. La toute première question que j'ai pour toi, juste pour savoir vraiment qui tu es, c'est est-ce que tu peux te pitcher, Violette, en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Oui, je peux faire ça. Donc, je suis formatrice en prise de parole en public et donc ça fait 4 ans que j'accompagne des managers, des salariés ou des freelances sur le fait d'être clairs à l'oral, qu'ils aient besoin d'informer, de convaincre ou d'inspirer. Et l'idée, c'est qu'ils puissent ensuite s'exprimer en présentiel, en visio, face à une caméra, voire dans les médias face à un ou une journaliste. Très clair, ok, très concis. Merci, tu as bien bossé ton pitch. Bravo. Alors, les questions pour apprendre à te connaître un peu plus, là, tu dois juste répondre par la réponse qui te correspond le plus. Donc, tu vas voir, c'est comme un crible et après, on ira plus en profondeur sur certaines choses. Est-ce que tu es plutôt douche chaude ou douche froide? Chaude. Est-ce que tu es plutôt végétarien, flexitarien ou vegan? Ah, merci pour l'option du milieu. Je suis flexitarienne, je mange pas de chair animale à la maison et en revanche au restaurant, sauf une très bonne option végé, mais je me fais plaisir à l'extérieur, et plus à la maison. Ok. Est-ce que tu es plutôt vendredi soir sortir ou se poser? Ah, c'est dur comme question. Je suis plutôt en ce moment se poser, mais c'est peut-être une histoire d'hiver et le soleil venant. Peut-être plus de sorties le vendredi soir.
Ok, cool. Est-ce que tu es plutôt vivre en France ou vivre à l'étranger? En France. J'ai déjà fait l'étranger, c'était super. Et là, j'ai vraiment très envie de rester en France et d'avoir une empreinte très locale. Cool, on va en reparler. Plutôt un business à 5, 6 ou 7 chiffres? 6. 6 chiffres. Ouais. Ok, merci. Alors justement, en parlant de cette dernière question, business à 6 chiffres, si je te donnais là, Violette, 1 million d'euros sur ton compte en banque personnel, genre je t'envoie ça sur ton compte perso, là tu reçois une notification, voire 2 ou 3 millions, je sais pas, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu répartirais cet argent? Alors, ce que je ferais, la première chose qui me vient, c'est mes proches. Donc, je les mettrais à l'aise, même s'ils seraient extrêmement réticents, mais tant pis, j'insisterais très fortement pour mettre à l'aise ma maman, mon papa et mes frères et sœurs, qui sont peut-être plus, qu'on en a plus besoin, en pleine construction. Je ferai en sorte de capitaliser et de faire quelques investissements bien sentis. Et puis, je donnerai sûrement à quelques associations, puisque chaque année, je donne déjà, mais mon portefeuille n'est pas illimité. Donc, du coup, je déploierai cette partie-là pour Ok. l'environnement. Et je suis très environnement et cause animale en ce moment, mais ça pourrait être sur d'autres sujets aussi. Ok, trop cool. J'aime bien poser cette question parce que ça détermine un peu aussi la personnalité, enfin des gens que j'interviewe et tout, donc j'aime bien ça. Ok, bah écoute, merci. Du coup, Violette, j'aimerais bien qu'on reparte sur ton parcours. Justement, tu vas nous parler un petit peu ce que tu nous as dit tout à l'heure. Tu as vécu à l'étranger, etc. Euh, Comment t'en es arrivée à être formatrice dans la prise de parole en public aujourd'hui et à faire ça dans ton quotidien et surtout moi ce qui m'intéresse aussi à avoir lancé ta société, qu'est-ce qui a été le shift, le déclic pour que tu dises ok je me lance à mon compte, j'ai pas peur, j'y vais, j'ose. Alors, je sais pas si j'ai dit j'ai pas peur à un moment. Mais oui, effectivement, je vais revenir sur mon parcours. Alors, la partie étranger, en l'occurrence, elle est pas liée à la prise de parole en public, mais vu que j'en ai parlé juste avant, en fait, donc j'ai fait une école de commerce à Toulouse, et pendant mon école de commerce, je suis partie à l'étranger, je suis partie au Mexique. J'avais été jeune fille au pair en Angleterre, j'avais fait une classe européenne en anglais, donc là, j'avais envie de développer l'espagnol. Puis l'Espagne, c'était beaucoup trop proche parce que effectivement, à ce moment-là, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et donc, je suis allée étudier au Mexique, puis c'était en plein milieu de la grippe H1N1, donc je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Et donc, je suis repartie 1 an après pour éponger cette frustration. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études de mon école de commerce de Toulouse à Mexico, dans un hôtel du groupe Intercontinental, donc qui était un des plus gros hôtels de la ville, et donc j'étais en ressources humaines. Et ensuite, je suis rentrée en France, j'ai trouvé mon premier job en RH, et ensuite j'ai travaillé pendant 8 ans en ressources humaines. Donc, je suis un produit de ressources humaines à l'origine. Et, euh, et d'ailleurs, à la base, je voulais pas du tout faire des RH. Je suis arrivée en école de commerce, je voulais faire du commerce. Et puis, on pouvait rencontrer un psychologue du travail à Toulouse. Et en fait, il y avait un rapport qu'on devait écrire sur nous, nos motivations, nos sources dans la vie, etc. Et la psychologue du travail, après la lecture de mon dossier, m'a dit, vous faites ce que vous voulez, mais on a besoin de gens comme vous en RH. Donc cette personne, j'ai raconté 1000 fois cette histoire, mais parce qu'elle a complètement changé mon envie. J'ai fait mon premier stage chez Airbus en RH, c'était super. Donc j'ai continué en RH et ensuite pendant mes 8 ans de CDI, j'étais en RH. J'étais donc dans le secteur du conseil en informatique et dans ce secteur, les consultants donc qui sont en CDI dans leur cabinet sont envoyés en mission et pour gagner des missions, ils ont besoin de passer des entretiens avec leurs clients. Et pour ces entretiens, ils ont besoin de savoir quelles sont les compétences à mettre en valeur et comment les mettre en valeur. Et donc, en fait, mon premier pas dans la prise de parole, il s'est fait comme ça. C'est que j'ai commencé à accompagner individuellement les consultants qui allaient passer des entretiens. Donc, quelles sont les compétences qui sont à mettre en valeur? Ah bon, j'ai ces compétences-là à mettre en valeur. Donc, on allait aussi chercher dans leur CV des pépites qu'ils allaient pouvoir exprimer aux clients. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit « Merci Violette, on n'avait jamais fait ça pour moi ». Et là, tu vois, il y a un feu d'artifice dans mon estomac qui se dit « Ouais, faut que je fasse un truc ». Et à côté de ça, je fais du théâtre, donc maintenant depuis 10 ans, mais à l'époque que depuis 3-4 ans. Et donc, j'ai commencé à animer des ateliers d'impro
dans ma boîte. Donc, à 18h, je changeais de casquette et je devenais prof d'impro pour ses salariés. Et ça, c'est pareil, ça a fait des étincelles. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, cet outil qui est à ma disposition pour aider les gens à sortir leurs mots et à exprimer leur potentiel. Donc ça, c'était chouette et je pense que ça résonnait aussi très fort. Moi, j'ai un plutôt d'une famille où il fallait pas faire trop de bruit, où j'ai été la bonne élève pendant très très longtemps. Et en fait, en 2018, j'ai eu cette envie de péter le moule, de sortir de ce truc de la bonne élève il y avait ce truc d'aider les gens à sortir leurs mots qui était trop chouette et aussi moi à sortir les miens, hein, en fait, c'était complètement lié. Et en fait, ça a été, moi je fais beaucoup de développement personnel, donc à ce moment-là j'avais déjà quelques années de psychothérapie derrière moi. Le théâtre est une thérapie en tant que telle. J'ai fait des stages de développement personnel, j'ai fait du yoga, j'ai fait beaucoup de choses avec des états modifiés de conscience, de l'hypnose, etc. Et donc ça m'a aidé à me développer. Et en 2018, il y avait cette histoire de théâtre et d'accompagnement au travail qui est venue s'agglomérer avec un travail de développement personnel qui faisait que j'avais moins besoin de la validation d'une entreprise, de la validation de mon chef, de la validation d'être chef. Et j'ai eu la chance d'avoir un chef aussi qui m'a dit en juillet 2018, ça va, j'ai l'impression que tu es un peu moins avec nous. Moi, j'ai très envie que tu restes, mais je voudrais surtout que tu sois heureuse. Et pour ça, dis-moi ce dont tu as besoin et si tu as besoin, on s'organisera et on s'arrangera. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi pendant cet été 2018. J'ai revu mon psy, ma coach, des potes qui avaient changé de métier, qui s'étaient lancés, etc. Et puis, à la fin de l'été, j'ai réalisé que je savais pas ce qu'était la suite, mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je casse le moule et que je sorte du CDI et des ressources humaines. Parce que sinon, j'allais aller dans une autre boîte, faire la même chose et tout. Donc, c'était pas ça le sujet. Donc, fin 2018, j'ai quitté le monde du salariat. J'ai pris quelques mois pour moi. J'ai fait des tournages, des claquettes. J'ai commencé les cours de chant. J'ai fait des voyages. J'ai fait mon premier voyage seul à Copenhague pendant 3 jours. Et après, j'ai fait un voyage de 3 semaines où j'ai marché seule de Paris à Tours pour trouver mon ancrage vraiment dans ma région, savoir d'où je viens, pour savoir ensuite où j'allais aller. Et puis, mon patron, que je venais de quitter donc quelques mois après moi, a aussi quitté mon entreprise et il m'a proposé de venir animer des ateliers dans sa nouvelle entreprise. Donc, moi, c'est ça que je veux mettre en valeur, c'est que j'avais des envies, j'avais bien sûr un truc qui se passait en moi, mais j'ai aussi eu cette personne et d'autres aussi autour de moi, soit qui m'ont tendu la main, qui ont senti un truc peut-être même avant moi, et qui m'ont posé des questions et qui m'ont aidé à me poser les bonnes questions et qui m'ont mis le pied à l'étrier, quoi. Et donc, je suis allée animer ces ateliers de théâtre chez ce premier client en sous-marin, sans en parler à personne, en me testant. Et puis, quelques mois après, là, je me suis dit, allez, j'y vais, je suis prête, c'est ça. Et je suis OK pour me remettre dans un rythme, tu vois, volontariste, avec du rythme, de la prospection, etc. Et donc, en octobre 2019, j'ai vraiment créé Oya officiellement. Ok. Voilà. Waouh, on a plein de similitudes, ton parcours il résonne beaucoup et c'est vrai que quand on te tend la main, c'est d'un côté plus facile, on peut s'estimer chanceuse, toi et moi ça a été pareil, alors moi c'était plus dans une école de théâtre où on m'a tendu la main, mais en fait ça nous donne cette légitimité en fait de se dire on peut le faire, donc d'un côté c'est plus facile aussi. Je suppose que certaines personnes qui doivent tout créer de A à Z. Et aussi, on a la similitude des voyages et de l'hôtellerie-restauration, un petit peu, voilà, de tout ce parcours-là. Ce qui est intéressant aussi, dont tu n'as pas parlé, donc tu as parlé de Paris-Tours, mais tu étais basée à Paris, donc tu as fait aussi, tout ton parcours RH là-bas, et tu as décidé quand même de rester, ça serait intéressant d'y venir, parce qu'aujourd'hui, tu as déménagé depuis seulement quelques semaines, quelques mois, tu es resté à Paris, tu as bâti ton entreprise de prise de parole à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Et aussi, qu'est-ce qui a fait que tu as changé là récemment et que tu as voulu quitter un peu Paris?
Alors, je suis restée à Paris tout simplement parce que effectivement j'avais mon réseau qui était à Paris. Ouais. Et donc j'ai complètement réseauté et démarré par là. J'ai adoré ma vie parisienne pendant les 14 années que j'y ai passées. Je savais que ce serait une étape en arrivant à Paris en rentrant du Mexique. L'étape a été belle. 14 ans, c'est déjà très beau. Et j'adorais en plus parce que ça faisait 14 ans que 13 ans que j'étais dans le même quartier. Donc quand je retourne à Paris, je vais boire un café avec mes voisins, je vais pas chez le fleuriste, je vais chez Alexandre, j'ai un resto en bas de chez moi, c'était mon QG. Donc en plus, j'avais vu cette vie de quartier qui était hyper développée et qui n'est pas forcément le cas pour tous les Parisiens, en tout cas pas forcément pour tous les amis avec qui j'en ai discuté. Donc c'est pour ça que j'ai bâti à Paris. Et effectivement, j'ai eu envie là d'avoir plus d'espace à la fin. Et donc je suis arrivée, parce que là je te parle depuis Nantes. Donc je suis à Nantes et j'avais envie de plus d'espace, de plus de lumière, d'avoir un vrai bureau, un vrai espace, plus de nature. Et voilà pourquoi j'ai emménagé à l'ouest. Ouais. Ok, donc on va parler là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que c'est hyper intéressant la façon dont tu as fonctionné. Tu te sentiras libre de parler des entreprises avec lesquelles tu travailles. Parfois, voilà, il y a de la confidentialité, donc tu fais, euh, tu fais comme tu le sens. Mais en tout cas, ce qui est intéressant chez toi, et voilà pourquoi je voulais aussi enregistrer ce podcast avec toi, c'est parce que tu as ce vrai truc de réseau, d'implantation, et je pense de savoir parler aux gens, savoir communiquer, savoir montrer que tu es la bonne personne pour une certaine chose. Et c'est marrant parce que, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que ce que j'ai remarqué avec mes clientes et avec des gens avec qui je parle, souvent, on sous-estime vraiment nos anciens métiers. On sous-estime le réseau de nos anciens métiers, surtout si on a fait un burn-out, on ne veut plus entendre parler, on ne veut plus entendre parler de ces gens-là, on ne veut pas vraiment les contacter, on ne va pas leur dire qu'on a osé faire autre chose et qu'on s'est réorienté. Et justement, toi, tu as basculé ça plutôt comme une force, entre guillemets, de ton côté. Alors, je pense que tu es naturellement aussi en contact avec les gens, et etc. Mais tu en as fait aussi une force pour bâtir ton entreprise derrière et que tu as et que tu as atteint aussi les 6 chiffres, voilà, plusieurs fois dans ton chiffre d'affaires. Et donc, en fait, je veux dire, c'est par cette force de réseau. Il me semble qu'en off, tu m'avais dit que ça faisait partie de quand même ce réseau-là que tu avais bâti faisait partie de 60%, on va dire, de ta communication, la façon dont tu prospectes, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, justement, euh, cette force que tu as? Est-ce que c'est une zone de génie naturel? Est-ce que tu t'es forcé ou tu t'es dit, il va falloir que je fasse comme ça? Comment c'est venu? Alors c'est venu d'une incapacité à prospecter dans le dur, on va se le dire. Moi, la prospection et décrocher mon téléphone et appeler des gens que je ne connais pas, c'est un enfer sur terre. Donc je suis d'une admiration sans faille pour tous les commerciaux que je forme à la prise de parole en public et je leur dis, je serais incapable, enfin je suis, on va le dire, incapable de faire ça. Donc il a fallu trouver autre chose. Donc en fait, ce que j'ai fait et que je fais aujourd'hui à Nantes, parce que finalement, je suis en train de redévelopper. Donc là, je me retrouve aujourd'hui à faire exactement ce que j'ai fait il y a 4 ans et demi maintenant quand j'ai lancé. En fait, j'ai fait un export de mon LinkedIn et je me suis demandé qui je peux contacter dans ce LinkedIn. Et honnêtement, tu vois, tu parles effectivement du burn-out et de la dernière expérience. Alors, moi, j'ai pas fait de burn-out, mais c'est vrai que j'étais quand même plus à l'aise à contacter les personnes de ma toute première entreprise. J'ai plus travaillé avec ma première entreprise que la toute dernière que j'ai quittée. Pourtant, j'ai gardé de bons contacts avec mes collègues. Et il y en a aujourd'hui qui me font travailler dans leur entreprise dans laquelle eux sont maintenant. Mais le premier réflexe, ça a été effectivement Ozzy, donc mon tout premier employeur, qui était en plus assez grand. On était bien 1000 quand on a démarré. Et il y avait des ramifications de partout. C'est vraiment une entreprise où les gens sortent de là, vont devenir directeurs dans d'autres boîtes ou directeurs d'entités ou responsables RH ou etc. C'est une espèce de vivier de décideurs d'aujourd'hui qui en plus avaient, comme moi, 8 ans de plus au moment où je les ai sollicités. Donc ils avaient évolué aussi. Et donc c'était des personnes, c'était du pain béni pour moi. Et puis évidemment, on a parlé du facteur chance, mais je crois aussi que parce que j'ai bien bossé avec eux
quelques années auparavant, ils ont eu envie de me rendre ça. Et donc, je crois que je peux aussi me féliciter d'avoir bien bossé pour eux et de leur avoir donné envie de me faire bosser. Donc, je fais cet export de LinkedIn, je tag les gens, je me dis qui est-ce que je peux contacter et comment effectivement, comme tu l'as dit, je peux faire jouer mon réseau, comment je peux le développer pour qu'en fait les gens soit répondent de manière favorable à mes sollicitations et dans ces cas-là, je ne pourrais solliciter que des gens que je connais ou avec qui j'ai été mise en relation, soit je fais en sorte d'être visible pour que les gens de mon réseau auxquels je n'ai pas pensé viennent à moi ou que viennent à moi des personnes que je ne connais pas. Et là, il y a un outil, je l'ai déjà dit en me disant que j'allais faire un export de tous mes contacts LinkedIn, c'est LinkedIn. Et en plus, j'ai lancé 4 mois avant le Covid. Donc à un moment, je pouvais pas aller en plus rencontrer les personnes. Donc de toute façon, j'avais pas le choix. Donc je me suis rendue visible. Mon tout premier client dont je t'ai parlé tout à l'heure, il a transformé pendant le Covid les ateliers que je faisais chez lui. Il m'a demandé de faire des vidéos de formation pour garder le budget. Donc tu vois, comme quoi aussi, il a toujours été là. Amaury, si tu m'entends. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos pour lui en interne. Et puis après, je me suis dit, ces vidéos ou ces idées-là, autant en faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur LinkedIn. J'en ai pas fait mon fonds de commerce, j'en ai pas fait des milliers, mais en tout cas, les premières, elles m'ont déjà donné du réseau et de la visibilité. Et donc ça a été une chose importante. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai capitalisé sur chaque petit bout de projet qu'on voulait bien me donner. Une journée par ici, j'en parle sur LinkedIn. Une journée par là, je vais voir les concurrents, par exemple une école comme Rocket School qui forme des commerciaux en environnement digital. Elle a 2 concurrents qui sont Akimbo et Iconoclast. Et avec ma référence Rocket School, je vais voir Akimbo et je vais voir Iconoclast. Et j'ai vraiment essayé de faire en sorte de capitaliser pour pouvoir, au fur et à mesure, bâtir mon entreprise et puis que ça devienne rentable assez rapidement. Et une autre chose aussi que j'ai mise en œuvre, c'est d'être douée, d'être bonne, de délivrer de la qualité pour que les clients restent et que j'ai des clients qui soient fidèles. Tu vois, ce premier client, on a commencé en 2019 ensemble. J'ai arrêté fin 2023 parce que je déménageais. Mais du coup, j'ai proposé à une de mes consoeurs de reprendre le relais. J'ai des clients avec lesquels je travaille depuis plus d'1 an. Avec mon client de Strasbourg et de Nancy, on a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi. Pareil, ça s'est arrêté avec le déménagement. Et puis eux, ils ont refondu leur process d'intégration dont je faisais partie. Et tu vois, je regardais ce matin des chiffres pour justement pouvoir discuter avec toi. Dans mon bilan 2023, j'ai 50% de mes clients qui étaient déjà là en 2022. 50% de mon CA généré en 2023 elle a été avec des clients qui étaient déjà là en 2022. Ouais. Donc je dirais réseau et fidélisation globalement, si je devais résumer en ma stratégie. Ouais, bon écoute, on va pas résumer tout de suite parce que sinon le podcast il est terminé. Merci Violette et à bientôt. Donc non. Mais en tout cas oui, c'est bien d'avoir résumé sur ça. Et bon, t'as quand même oublié une partie importante, je pense, parce que t'as ce truc naturel aussi où quand tu dis t'as fait quelque chose, tu l'as fait après tu le mets en post sur LinkedIn. Donc c'est peut-être cette partie aussi et qui t'apporte aussi les 50 autres % de résultats, je pense. Donc c'est très intéressant. Donc c'est vrai que ce réseau. Mais après, ce que je me demandais là pendant que tu étais en train de me dire ça, alors oui, tu as eu cette opportunité au début en 2018 qui t'a fait te dire tiens, en entreprise ça peut être pas mal. Mais pourquoi tu t'es pas dit, enfin est-ce que tu t'es dit à un moment donné il faut que j'accompagne plutôt le B2C, tu sais, genre tu mets tes petites annonces de cours, de prise de parole sur Superprof à droite à gauche, enfin tu sais, genre tes petits coachings privés où tu vas voir les gens, enfin pourquoi tu t'as pas capitalisé, on va dire, sur ça? Est-ce que c'était plus l'effet groupe, l'effet entreprise, l'effet corpo qui te driver, quoi? Alors, c'est vrai que j'ai fait quelques fois du B2C dans le sens où, quand je dis B2C, c'est pas individuel. C'est vraiment le côté des particuliers viennent à moi pour se former. Donc ça a été le cas quand j'ai eu quelques personnes qui ont payé par leur propre denier. Puis à un moment, en plus, je pouvais, mes formations, je pouvais passer par un organisme. Et donc, les personnes pouvaient utiliser leur CPF pour des formations avec moi. Donc ça m'a permis d'avoir quelques clients, mais ça a jamais été plus que
5-10% de mon chiffre d'affaires annuel. Pour moi, cette notion de particulier et d'être accessible pour les particuliers, c'était pas une histoire de stratégie, c'était plutôt une histoire de valeur. Donc, effectivement, avec le CPF, c'était chouette parce que ça me permettait d'être accessible pour des personnes qui n'avaient pas forcément leur entreprise derrière pour les financer. Maintenant, en B2B, je fais quand même aussi de l'individuel. Et donc ça, c'est hyper cool parce que j'adore j'adore les deux. J'adore l'énergie du groupe. J'adore le fait que on se marre et qu'il y ait un public qui soit aussi là pour donner le change à la personne qui est en train de parler, on peut tester des trucs, tu vois, de poser des questions, d'interrompre, de devoir regarder tout le monde, de se frotter à déjà 5-6 personnes en face de soi. Ça, c'est des choses qu'on peut pas faire en individuel. Donc, j'adore ça. Et j'adore la posture que j'ai, même si je suis toujours en train de naviguer entre la posture de coach et la posture de formatrice. Et quand t'es en groupe, t'es un peu plus dans le truc de formatrice et tu peux faire le show, etc. Et ça fait marrer les gens. Et bien sûr, quand t'es dans les exercices, plus le côté, la posture basse où tu vas être plus dans le coaching quand les personnes passent en individuel. Mais bien sûr, cette posture de coach, je la développe plus en individuel parce que on aborde des sujets qui sont plus perso, parce que les personnes peuvent avoir des vrais blocages et évidemment, c'est beaucoup plus facile de les aborder quand on est en individuel. Et j'adore ça aussi parce que d'une séance à l'autre, quand les gens arrivent et en première séance réalisent que Stéphane, il a 45 ans, il a peur de parler en réunion. Et en première session ensemble, il comprend que c'est parce que il a sa poésie de quand il a 8 ans et qu'il est traumatisé par ça dans sa classe. Ça fait 45 ans qu'il se traîne ça et qu'on l'identifie ensemble. Et quand à la deuxième session, il vient et il dit, ça y est, maintenant, en réunion, je parle. Et c'est mon moment. Et je prends même du plaisir et j'ai des trucs à dire. Tu vois, ça, c'est dans mon carnet de coaching, quoi. Et c'est des trésors. Et ça, c'est trop beau. Et donc, je navigue entre les deux. Maintenant, pour revenir sur le B2C, c'est vrai que, en fait, mon réseau, il a toujours été sur LinkedIn et avec des RH et avec des responsables. Donc, c'est vrai que ça m'a emmené vers du B2B. Puis, on va pas se cacher, c'est mieux payé aussi. Et donc, c'est plus facile d'en vivre quand tu as des entreprises qui financent plutôt que des particuliers. Ouais, voilà, c'est sûr. J'allais rebondir sur ça, c'est que aussi c'est pas les mêmes stratégies. On a plus du LinkedIn, un organisme de formation en présentiel ou etc. Ou alors peut-être t'aurais une toute autre stratégie. T'aurais dû être sur Insta, continuer à être CPF, etc. Tiens d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire que si t'as été CPF, donc tu passais par un organisme. Mais toi aujourd'hui, est-ce que t'es Calliope? Est-ce que tes formations elles sont prises en charge par les entreprises ou comment est-ce que ça te bloque de pas l'être? Est-ce que tu penses que si tu étais pas Calliope, parce que j'ai l'impression que tu me dis oui, donc ça veut dire que t'es Calliope, mais si t'étais pas Calliope, est-ce que ça te bloquerait du business, du marché? Alors, c'était un oui d'écoute. C'était pas un oui, je suis Calliope. Ah, pardon. Je ne le suis pas. Non, mais c'est moi comme quoi la communication non verbale, c'est subjectif. C'est intéressant. Je suis pas Calliope. Je suis pas Calliope parce qu'en fait, dans mon secteur d'activité, moi, je travaille encore beaucoup avec le monde de l'informatique. Aujourd'hui, c'est 50% de mes clients qui sont des entreprises d'informatique ou de conseil. Et j'ai d'autres clients qui sont pas forcément dans l'IT de conseil, mais qui sont dans l'IT. Et en fait, c'est des entreprises qui ont peu de financement public. Donc, par exemple, tu vois, pour une 50aine de salariés, tu vas avoir 3 000 € à l'année. 3 000 €, c'est le coût d'une formation de 3 jours pour un salarié en informatique. Donc, ça c'est vraiment pas intéressant. Enfin, c'est vraiment les fonds publics. Quand les clients me demandent à être pris en charge, j'ai un organisme de formation par lequel je passe et on fait un accord et il me porte. Ça m'arrive 4 fois dans l'année. Et tout le reste, c'est des entreprises qui vont financer avec leur budget. Évidemment que si j'étais Calliope et éligible aux OPCO en direct, j'en ferais ma com, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ça ne m'empêche pas. Et quand j'ai des demandes sur le sujet, je peux y répondre via cet organisme qui me porte. Ouais, voilà, si tu as des demandes. Mais du coup, c'est quoi la raison principale de pourquoi tu veux pas l'être, toi? Parce que j'ai pas envie de prendre encore plus de temps sur l'administratif, bien que je sois pas
je vais pas être l'entrepreneuse qui va te dire, oh mon Dieu, l'administratif, c'est vraiment ce que je déteste. Moi, j'ai un papa directeur financier, j'adore Excel, tout ça et tout. Donc, du coup, l'administratif me gêne pas, mais je déteste les usines à gaz. Et pour moi, Calliope, c'est une usine à gaz. Et en fait, j'ai pas besoin d'être Calliope pour mettre en place au début. Pourtant, tu vois, comme je le fais déjà, peut-être que ce serait pas si compliqué que ça. Mais je mets déjà une évaluation de début de formation. Je mets déjà une évaluation à la fin. Chaque stagiaire repart avec une grille individuelle, avec ses compétences, avec des commentaires sur la communication non verbale, sur la capacité à faire passer un message, sur la capacité à faire passer des émotions. Chacun repart avec les vidéos sur son dossier personnel qu'il peut aller re-regarder. Ils repartent avec un support, ils repartent avec un pour aller plus loin s'ils veulent creuser, etc. Et donc, et évidemment, je vais remplir des questionnaires de satisfaction à tous mes stagiaires. Donc finalement, peut-être que le pas, il serait pas si grand pour être Calliope, mais surtout, je me dis en fait, je me fais assez confiance pour être qualitative dans mon apport et pour pas avoir besoin de ce tampon pour dire je fais de la qualité. C'est clair. Ouais, trop bonne vision. Très, très bonne vision, ouais. Et puis, je pense que le temps que tu perdrais à remplir toutes ces formalités administratives qui sont en supplément ou les autres, enfin, ce que tu fais pas en ce moment, je pense que c'est du temps que tu peux avoir pour toi ou pour développer ton entreprise. Donc, clairement, enfin, si t'en as pas besoin, et c'est ça qui est fou parce que souvent, j'accompagne des entrepreneurs qui me disent mais je pense qu'il faut que je fasse Calliope pour donner mes formations, etc. C'est beaucoup mieux, mais en fait, aujourd'hui, enfin, moi, je prends toujours mon cas, que j'aurais peut-être une entreprise qui pourrait me demander, à la limite, ça l'aurait arrangé, et encore que, du coup, j'ai eu les bons arguments pour me dire, désolé, je fonctionne pas comme ça. Mais voilà, ça n'handicape pas, en tout cas, je pense. Qu'est-ce que je voulais te dire? T'as dit plein de choses intéressantes. Oui, je voulais rebondir sur cette chose tu fais un post sur LinkedIn juste après avoir fait quelque chose en présentiel, souvent. Est-ce que ça, tu penses que ça t'a apporté de la visibilité, et est-ce que ça t'a apporté de la visibilité naturelle? C'est-à-dire que, en gros, on vient vers toi, t'as arrêté de prospecter, entre guillemets, enfin, voilà, ça fait 3 ans et demi que je prospecte plus et que c'est de l'entrant. On est d'accord. Voilà, du coup, comment tu vois les choses par rapport à ça? Tu penses qu'il faut être archi régulière? Tu penses qu'il faut vraiment avoir des posts à impact pour avoir de la visibilité, et que du coup ça va rentrer à force de tous ces efforts-là, ça va rentrer naturellement? On te contacte parce qu'on a vu ton post. Enfin, c'est quoi les retombées que tu as par rapport à ça? Alors, comme je te le disais, effectivement, les retombées que j'ai déjà, de façon hyper macro, factuelle, c'est que ça fait 3 ans et demi que finalement les demandes sont entrantes. Bien sûr que je prends des nouvelles de mes clients, bien sûr que parfois sur des nouveaux produits, je vais être plutôt en proposition. Tiens, j'ai tel nouveau format, est-ce que ça peut vous intéresser? Et là d'ailleurs, je vois la différence, parce que quand tu arrives avec ton format, c'est vachement plus difficile à vendre. Là, j'ai une formation avec ma consoeur Caroline Demetz. C'est une formation qu'on co-anime et c'est de l'inter, donc ça veut dire que individuellement, les gens peuvent s'inscrire. C'est pas du tout la RH qui me dit tiens, je t'en donne 8 d'un coup, gère-les. Là, on est sur les réseaux, on a notre formation comme un atout, les gens peuvent s'inscrire individuellement. Et la première session a cartonné, c'était trop bien. On a eu 8 personnes sur 6 places de plancher pour déclencher la session. Et là, on en a une au mois d'avril, elle est pas du tout garantie. Et c'est beaucoup plus difficile d'arriver en proposition d'un produit, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Donc, l'idée, c'était d'être visible pour que les entreprises viennent vers moi avec leurs besoins. Et effectivement, j'ai sur la partie LinkedIn, je me suis très vite développée parce que déjà, moi, ça me dérange pas de parler sur les réseaux. Il y a des personnes que ça va déranger. Moi, raconter un peu ma life et tout, ça me dérange absolument pas. Faire des vidéos, ça me dérange pas. Il y a des gens qui ont du mal à se revoir en vidéo. Moi, c'est pas mon cas. Sauf quand je joue dans des courts-métrages, etc. et tout, c'est une horreur. Mais sur des vidéos de formation, j'ai pas de problème. Et donc, j'ai franchi ce pas-là. Oui, j'essaye de faire des posts qui sont le plus à impact possible, aussi parce que j'essaye d'utiliser à l'écrit ce que je dis pour les formations à l'oral de mes clients. Donc, un début qui donne envie de lire, du storytelling, des émotions, essayer de mettre les choses, tu vois, même avec des petites images ou autres. C'est comme si avec ta voix, tu disais, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc, j'essaye de structurer aussi mes posts pour que les gens aient envie de les écouter, de terminer avec une fin qui est chouette et tout. Mais maintenant, je suis
Je ne suis pas des personnes qui vont se mettre des obligations pour poster. J'ai pas une rigueur extrême sur je poste tous les 2 jours. Des moments où je suis inspirée, il y a des moments où je suis pas. Des moments où je suis en salle de formation tout le temps. Et je me souviens, il y a pas très longtemps, j'avais fait un post en disant ça fait 3 mois que j'ai pas posté sur LinkedIn. J'ai même des gens qui me disent mais on te voit plus, parce que à ce moment-là j'étais dans le feu et j'ai besoin en fait de sentir que ça vient naturellement. Je peux pas être devant une feuille blanche et dire vas-y trouve un truc à dire, c'est pas possible quoi. Et donc effectivement j'ai besoin de ce temps-là. Par contre après quand j'écris ça vient assez facilement. Du coup j'ai pas une rigueur énorme. Ouais. Et je pense que si on regardait mes stats et les moments où j'ai pas posté, il y en a forcément où j'ai pas posté. Donc je suis pas la plus rigoureuse sur le sujet. Et pareil, j'ai pas envie, tu vois, il y a pas longtemps on m'a dit mais si tu prenais un ghostwriter, tu serais encore plus visible sur LinkedIn, ta formation comme un atout, elle se remplirait toute seule, etc. Mais j'ai pas du tout envie de déléguer cette partie-là. J'ai pas envie d'en faire un truc industrialisé et tout. J'ai envie de garder le côté, tu vois, artisan en fait, et très instinctif. Oui, justement, on va en parler parce que je sais pourquoi tu me dis ça, parce qu'on a aussi préparé ce podcast, l'interview en off toutes les deux, et je sais pourquoi tu me dis ça, mais du coup, je vais te poser la question après. Mais je voudrais juste rebondir sur ça. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre de notre métier à nous. Alors, et des formateurs en général, surtout qui sont implantés en présentiel. Et nous, notre thématique, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais on est obligé d'être là sur le moment présent. Enfin, on fait de la prise de parole en public, donc on est obligé d'être avec les gens. Et c'est un peu ce truc-là où moi, j'ai eu vachement du mal à trouver mon équilibre, parce que octobre-novembre, je sais que c'est des périodes de feu. Et donc, à aucun moment, et moi, tu vois, j'ai ma rigueur de mon podcast une fois par semaine, etc. Et à des moments, tu te retrouves à bosser à minuit, à faire des montages, des choses comme ça. Enfin, c'est juste pas vivable, et des moments de hyper creux. Comment, toi, tu vis ces moments un peu up and down dans notre business à nous, qui sont plus de la formation en présentiel et tout ça, où on a ces moments de rush, où on court partout, genre dans la semaine, on peut enchaîner 4-5 formations, et la semaine qui suit, rien, on est derrière notre ordi, et limite, on sait pas quoi faire, quoi. Comment toi tu vis les choses? Alors déjà, j'essaye de pas avoir 4-5 jours dans la même semaine, parce que je meurs. Je n'ai jamais autant admiré les profs que depuis que je suis moi-même en salle de cours, surtout devant des étudiants, pour parler des profs qui sont pas un public évident. Donc déjà, j'essaye d'avoir un 2 jours. Si j'anime pendant 2 jours pleins, le lendemain matin, le 3e jour, je mets pas de réveil et je me fais une matinée plutôt chill. Ah ouais. Ouais, Okay. j'essaye. Si vraiment j'ai un client qui me dit j'ai pas d'autres créneaux et tout, et que je sais pourquoi je le fais, mais j'essaye de plus en plus de réussir à dire non. Ouais. Si vraiment, allez, j'y vais, mais franchement, je sais que la 3e matinée, je vais pas être pas aussi bonne que d'habitude, quoi. Donc ça, c'est une chose. J'essaye déjà de mettre des garde-fous dans mon agenda. J'ai aussi un objectif qui est pas de faire à mort du chiffre. Tu vois, là, je te disais effectivement 6 chiffres. Là, ça fait 2 ans que je suis à 100 000 € à peu près de chiffre d'affaires, juste un peu au-dessus, qui fait que je te réponds 6 chiffres. Mais l'idée, c'est que en fait, j'ai fait un peu de sous-traitance sur les 2 dernières années, et donc j'ai 20 000 € à peu près qui n'est pas produit par moi, mais par les sous-traitants qui bossent avec moi. Et donc, tu vois, ma prod, elle est à 90 000 € par an. Et j'ai pas pour ambition qu'elle augmente. J'ai plus là une envie, en plus avec mon déménagement, d'être un peu plus en mode tranquille et peut-être pas slow life parce que je me connais, mais un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc ça veut dire que ça me met des limites aussi en termes d'agenda. Ça me met des limites aussi parce que je sais qu'à un moment je vais manquer d'énergie. Du coup, je fais attention à ça, et pour donner le meilleur à mes clients, je mets des off dans mon agenda. Donc par exemple, je travaille rarement le vendredi après-midi. Si, bien sûr, je peux proposer des dates. Si j'ai un client qui me prend la journée, je vais lui proposer le vendredi. Mais je ferai jamais un coaching individuel le vendredi après-midi. Parce qu'un coaching individuel d'1h30, ça se place dans la semaine, tu vois. Donc, ça, c'est mon petit caprice. Le vendredi après-midi, je prends 10 semaines de congé par an. Parce que, encore une fois, mon activité, elle me rapporte assez dans le temps où je suis là, et j'ai pas pour ambition de développer en plus. Et là, si en développant à Nantes, cette année,
j'ai un peu de sous-traitance à Paris parce que du coup, ça me permet de garder mes clients parisiens et je fais de la sous-traitance. Mais si moi, ma prod, elle baisse un peu, il n'y a pas de problème, quoi. Je suis pas sur la recherche d'un chiffre. Bien sûr, quand tu as touché de l'argent, après, tu es un peu habitué à ça, mais c'est pas mon nerf de la guerre, quoi. Et pour être sur les vagues et les creux, enfin bref, dont tu parlais, bah clairement, hein, j'ai des moments où j'ai du mal à me discipliner. J'ai des journées où je me dis allez, euh, je devrais bosser plus, etc. Mais encore une fois, je suis pas sûre d'être la plus disciplinée des personnes que tu peux interviewer parce que je sais que j'ai un rythme et un cadre assez naturel et que je vais pas pouvoir rester devant la télé pendant toute une journée. Il y a un truc qui va traîner dans ma tête de allez, va te mettre à bosser, etc. Donc je me fais assez confiance sur mon rythme naturel pour pouvoir me lâcher la grappe de temps en temps. Voilà c'est ça que je dirais. Ce qui fait que quand j'ai des grosses périodes, bah du coup je suis dedans, c'est l'adrénaline qui me tient. Et je dis toujours que quand j'arrive à 9h en salle de cours, même si je suis éclatée, je sais que l'adrénaline me fera tenir jusqu'à 17h et que je m'effondrerai peut-être à 17h30. Mais cette adrénaline, elle va me tenir. Et puis après, sur les moments d'un peu plus de creux, bah, j'ai la chance ou en tout cas, j'ai bâti un truc qui fait que je peux me lâcher la grappe dans les moments de creux. Et il y a une autre chose que je voulais te dire. J'ai appris aussi à suivre mon rythme biologique. Et moi, je sais que le midi, je mange moins parce que sinon, je suis en coma jusqu'à 15h30. Donc, j'ai appris aussi à faire des pauses déj plus longues. Et s'il faut que je reprenne à 15h, et ben, je reprends à 15h. Je vais bosser jusqu'à 13h parce que le matin, je bosse bien. Je vais prendre 2 heures de pause s'il faut. Mais après, je vais rebosser jusqu'à 19, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai appris aussi à suivre ce que je peux et pas être, tu vois, en marche forcée. À 14h, je sais que c'est le moment où je peux pas réfléchir, par exemple, à un nouveau projet, à une nouvelle formation. La pédagogie, je peux pas le faire à 14h parce que je suis en train de bugger, donc il faut que je fasse des choses qui sont faciles. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis un peu dans le même rythme biologique que toi. D'ailleurs, t'as vu, c'est hyper dur quand on reprend les cours à 13h30, 14h, là. Souvent, quand on donne un cours, et quand je leur dis, allez debout, ils me disent, ah non, madame, on est en pleine digestion. Et moi, je suis là, justement, parce que tu es en pleine digestion, on va se mettre debout et je vais te mais c'est dur pour nous aussi, hein. C'est dur pour nous aussi, mais nous, on va pas trop montrer ça. Ok, c'était super intéressant et du coup, tu as enchaîné directement sur, les deux s'est imbriqué sur la question que j'avais, c'est en fait ta vision, elle est celle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est ce que tu fais déjà aujourd'hui, ta vision. Mais est-ce que tu veux développer ça un peu plus? C'est-à-dire, c'est quoi tes objectifs plutôt à long terme dans la vision de ton entreprise? Même si aujourd'hui, j'ai bien compris que ça te convenait très bien comme ça. Enfin, ce rythme que tu as 10 semaines de congé, tu fais un CA de 6 chiffres. Donc, c'est déjà un super, je pense, super achievement. Donc, du coup, est-ce que tu veux avancer sur cette vision-là? Est-ce que tu as des nouveaux objectifs ou est-ce que tu vois les choses comme ça sur du long terme? Alors, ma vision aujourd'hui, le premier mot qui me vient, tu vois, quand tu me dis c'est quoi ta vision, c'est le mot sérénité. Donc, je sens que je suis dans une étape de ma vie où j'ai envie d'avoir plus de sérénité et bien sûr, là, je suis à Nantes et je dois développer Nantes. J'ai envie vraiment de m'ancrer ici, d'avoir des nouveaux clients. Mais c'est pour m'intégrer. Tu vois, c'est pas tant pour développer le business, c'est vraiment pour me dire, j'ai changé de vie et ma nouvelle vie, elle est ici, avec mes clients ici. Sachant qu'en 2023, mon plus gros client était en Vendée déjà et représentait plus de 20% de mon chiffre d'affaires. Donc, j'avais déjà cette mouvance vers l'ouest et clairement, ça m'a aidé à déménager, d'avoir déjà cette assurance-là. Et ça m'a rassurée sur l'aspect économique de la région ouest. Et donc ma vision, elle est dans la sérénité, elle est dans le fait de pouvoir effectivement avoir des clients qui comptent sur moi, qui sont fidèles, et en même temps d'avoir des nouveaux projets aussi que je vais avoir envie de développer. Est-ce que ça peut être d'animer des conférences? Ce sont des choses aujourd'hui que je ne fais pas et que j'adorerais faire. Mais quand ça m'est venu, j'ai eu 2023 qui était une année pourrie, 2024 personnellement, donc j'ai pas que ça à penser. J'ai accouché d'un déménagement. J'ai déménagé, là je vais reconstruire à Nantes. Peut-être en 2025, je vais aller sur de la conférence.
Mais vraiment, mon truc, c'est, je suis pas dans un mode, et c'est peut-être, parfois je me sens un peu extraterrestre dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis pas en mode couteau entre les dents à vouloir développer à mort, et j'ai pas envie de recruter. Pour moi, j'ai envie d'être libre, et pour moi, la liberté, elle passe par le fait d'être seule, parce que sinon je vais rendre des comptes à tout le monde, je me connais. Et donc, j'ai envie de rester seule, d'avoir quelques sous-traitants qui sont qualitatifs et que je peux proposer à mes clients, et d'avoir cette sérénité, cet équilibre, et de gagner assez bien pour qu'en fait que ce soit pas un sujet. Ouais, déposer tu veux mon cerveau vivre. à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, tu veux vivre lifestyle et développer ton entreprise en même temps et avoir suffisamment pour être à l'aise et voilà, donc ouais, non, c'est tout à ton honneur, c'est trop cool. Bah écoute, franchement, merci beaucoup. Je pense que là, on a fait quand même un sacré grand tour. Ça fait plus de 40 minutes qu'on parle, donc on va aller tout doucement vers la fin du podcast. Ma question signature, c'est est-ce que, Violette, tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui? Oui, dans le sens où je suis à la bonne place. Et le reste du chemin, je dirais un petit non sur justement cette notion de sérénité. Même si je suis pas sûre qu'un jour je serai sereine, parce que j'ai toujours 12 000 questionnements. Donc, j'ai l'impression que mon plein potentiel, il sera là quand ou si j'étais, je sais pas si je dois parler au futur ou au conditionnel, si j'étais pleinement sereine. Et en même temps, je crois que je le serai jamais complètement, et que je suis câblée comme ça pour être traversée par 12 000 émotions en même temps. Donc, je vais me lâcher la grappe et je vais me dire que je touche du doigt mon plein potentiel. Ah waouh, trop cool. Trop cool. Souvent, j'ai des interviewés genre hyper exigeants avec eux-mêmes. Ils sont en mode non, je suis à 10% de mon potentiel. Ils sont en mode warrior là. Je sais pas ce qu'ils veulent atteindre parce que moi, je les trouve déjà, tu vois, dans leur max de leur potentiel. Mais bon, bref. Trop cool. Et est-ce que tu as une citation, une punchline, quelque chose qui revient souvent, que tu te répètes à toi ou que tu répètes aux gens que tu formes pour te motiver ou pour les inspirer? Alors, c'est une bonne question. Je pense que quand on aura raccroché, je vais en avoir 12 qui vont arriver. Je vais me dire, mais non, pourquoi ça? Mais je vais te donner la citation du moment pour moi, parce que je suis en train de, justement, je vais poster un truc là sur LinkedIn sur un voyage que j'ai fait en 2019 quand j'ai marché seule. Et en fait, avant de partir, j'ai mon prof de théâtre. Donc l'idée, c'était de marcher seule dans ma région pour pouvoir m'ancrer quelque part et savoir d'où je venais au moment de ma reconversion, où je savais pas du tout où j'allais aller. Et il m'a dit quelque chose que tu verras dans mes prochains posts. C'est que, en gros, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, je garde cette citation où il m'a dit « Il faut ancrer ses racines pour conquérir les cimes ». Et je la trouve très belle. Et donc, se rappeler d'où on vient, faire un peu la did list plutôt que la to-do list, et ancrer de la confiance, ancrer des bases solides pour pouvoir décoller, tu vois, comme un chêne qui aurait ses racines et en même temps qui est tourné vers le ciel. Trop bien, waouh, merci, celle-là, je la noterai, elle est top. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter, travailler avec toi ou t'envoyer un petit message? Alors, le plus simple, c'est LinkedIn, Violette Touzeau, et sinon, ça peut être aussi sur mon site internet, oya-solution.com. Oya. Je mettrai tes liens dans tous les cas dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps et pour tes partages. Merci beaucoup pour ton invitation, Fanny. C'était un grand plaisir. Moi aussi. Et puis à très vite. Très vite. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.